Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les sujets d'actualité. Pourquoi l'Égypte a fermement condamné l'approbation par Israël de la construction de 3400 nouvelles unités de colonisation autour de Jérusalem-Est. Pourquoi l'Égypte a de même rejeté toute tentative de liquider la cause palestinienne après l'annonce du grand Israël lancé par Tel Aviv, lancé par Benjamin Netanyahu, qui voit que toutes ces tentatives dans la guerre contre Gaza, c'est entre deux guillemets, d'une manière ironique, d'une manière qui prouve l'impunité israélienne pour libérer Gaza. Free Gaza. Donc, Netanyahu a fait des déclarations très cruciales en ce qui concerne ses visions vis-à-vis de ce qu'il a appelé Grand Israël. Est-ce que le Sinaï va être parmi ces cauchemars? Parce que les Égyptiens ne vont jamais renoncer à leur terre, ne vont jamais renoncer à leurs droits face à n'importe qui, face à tout défi. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur les derniers développements au sein de ce dossier de Gaza. Comment Israël, entre deux guillemets, qui veut faire la paix au sein de Proche-Orient, viole les différents pays de Proche-Orient, le Yémen, la Syrie, le Liban, l'Iran, les territoires palestiniens et essaye d'anéantir tout lueur d'espoir pour arriver à la paix, pour arriver à établir sur le terrain la solution en deux États. L'autre question qu'on a aujourd'hui, c'est le conflit russo-ukrainien et ça à la lumière de cette rencontre prévue demain, c'est-à-dire le vendredi à Alaska, qui était un ancien territoire soviétique, mais qui a été dominé par les États-Unis. Bien sûr, demain, ça sera une rencontre tout attendue de la part de tout le monde à Alaska entre le président russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump. Mais justement, pour commencer, nous avons cette nouvelle au niveau local. Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Dr Amr Talat, le président de l'Autorité nationale de l'information, Ahmed El-Muslimani, le conseiller de président de la République pour les affaires médiatiques, le général Mohsen Abd Nabi. Au cours de cette réunion, le président Sisi a donné ses directives visant à protéger et à préserver le patrimoine de la radio et de la télévision égyptienne en procédant à la numérisation de toutes les archives audiovisuelles appartenant à l'autorité et à exploiter ce contenu dans le cadre de la future plateforme numérique que l'Autorité nationale d'information prévoit de créer. Le président Sisi a également ordonné de poursuivre la préparation de sites internet international de la radio du Coran afin de préserver l'héritage des récitants religieux et ainsi que de sauvegarder les nombreuses émissions diffusées par la radio du Coran depuis la création de sa station en 1964. Donc encore une fois, l'Égypte a fermement condamné l'approbation par Israël de la construction de 3400 nouvelles unités de colonisation autour de Jérusalem-Est et de lançant une violation flagrante du droit international, un obstacle aux efforts de paix. Le Caire rejette toute tentative de liquider la cause palestinienne ou de réalisation du projet de Grand Israël. Le Caire a réaffirmé qu'il n'y a pas d'autre alternative à la solution à deux États pour garantir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Donc j'ai actuellement, pour avoir plus des analyses en ce qui concerne les derniers développements dans le dossier du Gaza, j'aurai bien sûr, monsieur le sénateur, mais justement, je dois vous proposer cette nouvelle. L'Égypte, sur le terrain, poursuit ses efforts afin de soutenir les Palestiniens de Gaza et d'atténuer les effets de la grave crise humanitaire qui frappe la population palestinienne dans la bande de Gaza. Pour le 5e jour consécutif, le Croissant Rouge égyptien est parvenu à acheminer le camion du 15e convoi de l'initiative Zaad el-Izza
L'organisation a précisé que le convoi était entré par le passage ou le poste frontalier de Rafah, dans le nord de Sinaï, jusqu'au point de passage de Karm Abou Salim, où 220 camions transportant des milliers de tonnes de denrées alimentaires et de médicaments ont fait escale. Donc, M. Ahmed El-Nassef, notre observateur, analyste politique et économique, toujours vous êtes le bienvenu sur NATV International. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, ça va? Merci, bonsoir, M. Ahmed El-Nassef. Vous êtes également un écrivain. C'est pourquoi permettez-moi de vous poser quelques questions. Comment vous trouvez Netanyahou et ses cauchemars, ses visions vis-à-vis de ce qu'il a appelé le Grand Israël? Parmi ces déclarations, il y aura plusieurs pays qui vont être partis dans ce plan, y compris le Sinaï, parce qu'il, selon des déclarations médiatiques, Sinaï, c'est une terre sans population, c'est pourquoi il essaye de changer les réalités pour imposer des faits accomplis israéliens. Également, on trouve que Israël, dans notre côté en Cisjordanie, essaye de défier la communauté internationale en approuvant la construction de 3400 nouvelles colonies. Et ça, si je peux dire, représente un pas vers toute ignorance, vers toute impunité qu'adopte Israël envers la communauté internationale. Je vous laisse l'espace pour parler et pour nous analyser de tels sujets. Merci bien. C'est assez simple. Premier ministre Netanyahou est en train de... Sa dernière déclaration, je l'ai trouvée un peu bizarre, mais ça dépend toujours de l'objectif. Est-ce que l'objectif d'Israël, comme un pays dans cette région, est d'un jour arriver à la paix, ou il veut être dans un état de guerre perpétuelle? Ouais. Ce qu'il était en train de annoncer, vraiment ce qu'il est en train de demander ou vouloir, qu'il rentre en guerre avec l'Égypte et avec la Cisjordanie ou la Jordanie. À part Israël, à part le Liban, à part la Syrie. Donc, si quelqu'un veut que son État reste pour toujours dans un état de guerre, donc c'est la bonne chemin à suivre. C'est pas quelqu'un qui veut qu'un jour, on disait qu'il y a un problème ou le sujet palestinien et un jour on va le résoudre d'une façon ou l'autre, ou par la solution de deux États ou n'importe quelle autre solution, mais à partir de quelque chose qu'on veut arriver avec les négociations. Mais si quelqu'un veut dire que mon pays, c'est entre les deux rivières, l'ancienne croyance qu'il est en train d'utiliser, ça veut dire qu'il veut, c'est pas seulement vraiment la Sinaï, il veut atteindre ou arriver jusqu'à le Nil. Il veut dire que pratiquement il va occuper, disons, pratiquement la moitié ou un peu plus, presque 60-70% de l'Égypte. Donc, si quelqu'un est en train de parler d'une façon pareille, donc on se demande vraiment, c'est quoi sa motivation? Est-ce que c'est quelqu'un qui est, est-ce qu'il veut vraiment dire ce qu'il était en train de dire? Ou c'est une façon d'arriver à des gains peut-être pour les élections, peut-être pour sa situation interne dans son pays, ou c'est quelqu'un qui veut rester dans une guerre perpétuelle qui pratiquement ne va jamais finir. Dans une guerre perpétuelle, il a dit dans des déclarations médiatiques qu'il a fait sa guerre, qu'il a lancé sa guerre dans la bande de Gaza pour arriver à libérer Gaza. Également, il a dit qu'il veut la paix,
Mais justement, sur le terrain, on trouve que Tel Aviv, sous les extrémistes de la droite israélienne, brûle vraiment la région, viole le Liban, frappe la Syrie, occupe de deux longs territoires syriens, menace l'Irak, viole le Liban, harcèle l'Égypte militairement, pousse les Palestiniens, force les Palestiniens à passer les frontières vers l'Égypte, et essaye de liquider la cause palestinienne et essaye d'anéantir toute lueur à arriver à une solution pacifique et à une solution basée sur ce qu'on appelle la formule de deux États israéliens-palestiniens qui vont vivre côte à côte. Ben, si on regarde un peu les chiffres, l'Israël c'est un pays de 7 à 8 millions de personnes. Ouais. Ce qu'il est en train de menacer, il est en train de menacer une population de presque qui touche dans presque les 200 millions de personnes. Est-ce qu'il imagine dans n'importe quelle imagination que ça peut être possible pacifiquement? Est-ce qu'il peut rentrer que pour faire l'ancien Israël ou l'Israël qui est dans leur livre entre les deux rivières, celui du Irak et le Nil en Égypte? Est-ce que est-ce que quelqu'un sain peut jamais imaginer que ça peut se passer pacifiquement? Est-ce que c'est comme ça qu'il peut avoir la paix? Honnêtement, je pense que ce ne sont pas des... c'est pas qu'on ne doit pas les prendre au sérieux, des déclarations pareilles. Mais les intentions sont très claires. Si c'est ça qu'il veut dire vraiment, donc c'est quelqu'un qui veut rester dans une guerre jusqu'à la fin du temps. Il veut arriver jusqu'au Nil. Ce n'est pas seulement la Sinaï qu'il discutait. Donc vous parlez d'une guerre... Ce n'est plus la cause palestinienne ou l'État du Gaza qui est en cause. Ça, c'est la présence d'Israël dans la région. Et là, on est en train de raconter une histoire très définitive. Quand on a signé les accords, plusieurs accords suivants avec Israël, c'était pour que l'Égypte, qui est la plus forte pouvoir dans la région, rentre dans un état de paix. Maintenant, il y a plus que 40 ans qu'on a cette paix entre l'Égypte et l'Israël. Mais malheureusement, apparemment, ils pensent différemment. Donc, est-ce que c'est ça vraiment la volonté de l'État israélien, ou est-ce qu'il est seulement en train de faire sortir des déclarations médiatiques rien que pour attirer l'extrême droite dans son pays? Ou est-ce que vraiment il veut il veut dire ce qu'il était en train de raconter. Ouais. Là, on a vu que le président Sisi était très calme et très sage avec la façon avec laquelle il a essayé d'apporter la paix dans le pays, dans la région, qui n'était pas un travail facile avec tout ce qui est en train de se passer, parce que vraiment, on a deux extrémités. D'un côté, on a Hamas, qui est extrême, et de l'autre côté, on a la présente gouvernement en Israël, qui est aussi très extrémiste. Et là, on voit l'Égypte avec Qatar, avec maintenant aussi on a la Turquie, qui sont en train de médier et essayent de apporter la paix dans la région. Et on trouve quelqu'un qui sort, mais c'est pas n'importe qui, c'est le premier ministre d'Israël en fin de compte, et avec une déclaration pareille, qu'il veut pratiquement occuper la moitié de l'Égypte, la plupart de la Syrie et de l'Irak. En partant dans cette direction, il va aussi prendre peut-être le Liban, et on oublie complètement tout ce qui est Palestine. Je pense que, honnêtement, c'est un peu absurde.
c'est un peu irresponsable, si vous voulez, parce qu'une deuxième fois, tout le monde, la planète entière est en train de travailler avec toutes les organisations internationales. En un mot, est-ce que vous trouvez qu'Israël et les États-Unis s'isolent sur les plans diplomatiques parce qu'on attend au cours des prochains mois aux Nations Unies, pendant les réunions de l'Assemblée générale, il y aura plusieurs reconnaissances de l'État palestinien. Donc, est-ce que, de la part des pays européens, de la part de différents pays du monde, notamment l'Australie par exemple, est-ce que donc ça sera un isolement diplomatique retentissant et qui ont des impacts sur le terrain ou non? Je pense pas. Je pense que c'est une tactique de négociation. C'est une tactique de promotion locale chez lui pour gagner un peu le soutien d'extrême droite, qui a quitté, si je ne me trompe pas, son cabinet, et si ce n'était pas à cause des vacances de l'été, son gouvernement aurait dû demander une nouvelle élection. Parce que le Parlement, le Knesset, le Parlement israélien, le Knesset, et maintenant en congé, ça ne peut pas se passer maintenant. Donc, Monsieur Ahmed Lesnassef, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant ce dossier palestinien et les violations, les crimes contre l'humanité, le génocide, la guerre d'extermination qu'effectuent jour et nuit en toute impunité les autorités d'occupation israéliennes contre cette population civile de Palestine qui vivent vraiment une crise humanitaire avec tous les témoignages de tout le monde, avec tous les témoignages d'importantes organisations humanitaires internationales. Une guerre acharnée lancée par Israël, une guerre de faim, une guerre de génocide, une guerre qui viole tous les droits humains. En tout cas, nous devons passer à un autre sujet très crucial et qui s'impose actuellement sur la scène internationale. Il s'agit de ce sommet archétype qui va aborder un dossier brûlant. Il s'agit de sa guerre russo-ukrainienne. Trump et Poutine doivent donc se retrouver demain, vendredi en Alaska, pour discuter de l'Ukraine, une rencontre que les Européens tentent d'anticiper en multipliant les consultations afin de peser sur le cours des discussions. Comment c'est ce qu'on va savoir tout de suite? C'est vers l'Alaska que se tourneront tous les regards ce vendredi 15 août. C'est là que se tiendra la très attendue rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, le premier sommet russo-américain depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, Trump s'est attelé à mettre fin à la guerre en Ukraine. Il s'est rapproché avec Poutine, puis s'est embrouillé avec lui. Jusqu'à ce que vienne cette rencontre qui suscite plusieurs interrogations. La première est de savoir si le président ukrainien Volodymyr Zelensky va y participer. Une hypothèse suggérée par certains médias américains mais qui paraît toujours invraisemblable. La deuxième est de savoir à quoi elle va aboutir et au-delà de la question ukrainienne, quel sera l'impact sur les relations internationales. Donald Trump a évoqué des concessions territoriales de l'Ukraine au profit de la Russie, ce à quoi Zelensky s'est aussitôt opposé. Même position auprès des Européens alliés de Kiev qui se sont dit convaincus que seule une approche combinant une diplomatie active, un soutien à l'Ukraine et une pression sur la Russie pouvait réussir pour mettre fin à la guerre. Une déclaration commune européenne publiée dimanche 10 août à la veille d'une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui s'active pour être de la partie et pour imposer sa vision, le refus de modifier par la force des frontières internationales reconnues. Mais Moscou maintient ses exigences, garder les 4 régions qu'il occupe partiellement, Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson, en plus de la Crimée, annexée en 2014, et rejette toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, inacceptable pour Kiev, qui veut le retrait des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité occidentale, dont la poursuite des livraisons d'armes et de déploiement d'un contingent
européens, ce à quoi s'oppose la Russie. Dans ce contexte, la pression que peut exercer Trump sur l'ensemble des partis est cruciale. Trump a déjà lancé un ultimatum à la Russie qui a expiré vendredi 8 août pour faire avancer les négociations avec Kiev sous peine de nouvelles sanctions américaines. Dans le même temps, la Maison-Blanche aurait tenté d'approcher l'Ukraine et ses alliés européens pour les convaincre de soutenir son initiative. Une tâche difficile, mais Trump, soucieux d'endosser son habit de faiseur de paix, y tient. C'est en effet alors qu'il recevait les dirigeants de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie à la Maison-Blanche pour sceller la paix après plus de 3 décennies de conflit que Trump a dévoilé la date de sa rencontre avec Poutine. Tout un symbole. En fait, plusieurs questions se posent actuellement. Là, la position de Kiev est tout à fait loin de celle de Moscou. En ce qui concerne le fait de mettre fin au conflit. Seulement, il y a un rapprochement dans la position d'échanger les prisonniers. Au niveau européen, on trouve qu'il y a de plus en plus une sorte de différence entre la position européenne et celle des États-Unis quand on parle de la Russie. La Russie, qui a fait deux records dans son invasion de territoire ukrainien, pourquoi donc va accepter le fait de rencontrer les États-Unis, le fait d'arriver à avoir une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump demain à Alaska, et pourquoi quand même on a choisi Alaska, cet ancien territoire soviétique russe qui est occupé actuellement ou qui est actuellement sous la main des États-Unis. Donc toutes ces questions vont être bien sûr posées. Nous attendons les réponses de la part de notre invité, M. Saïd Fathi. C'est un observateur politique mais aussi sécuritaire. Toujours vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale. Et bonsoir, je vous donne l'espace pour parler de tous ces sujets. Comment vous voyez les conditions qui entourent cette rencontre Poutine-Trump? Bien sûr, c'est un entretien qui porte une certaine responsabilité et une grande responsabilité en même temps pour les deux grands héros qui essayeront de leur part, bien sûr, de trouver des solutions afin de mettre fin à cette guerre-là qui a duré plusieurs années. Et nous sommes arrivés à un certain moment où elle doit être arrêtée. Bien sûr, la plupart du monde, ou tout le monde entier, tous les différents pays, essayent de se développer, d'avoir des progrès, de faire quelque chose de bien pour les citoyens de chaque pays. Avec la guerre, bien sûr, tous les deux opposants sont perdants. Aucun pourrait gagner quelque chose. Nous le savions bien sûr, nous tous, que la Russie a occupé quelques territoires de cette guerre-là qui a duré plus de 4 ans à peu près. C'est pour cette raison qu'il est arrivé, ou nous sommes arrivés à un certain moment où on doit mettre fin à cette guerre-là. Et pour ça, il doit avoir l'intervention des États-Unis comme un grand pays, ainsi que la Russie, d'autre part, est un des grands pays, et pour essayer de trouver des solutions pour mettre fin à cette guerre-là. Monsieur le général, permettez-moi de vous poser cette question. Qui a la volonté réelle ou sérieuse de mettre fin à ce conflit? Parce que, par exemple, les Kiev voient que les États-Unis vont régler cette affaire sur le compte des Ukrainiens. D'autre part, les Européens estiment que leurs intérêts dans cette guerre sont tout à fait différents de celles ou de ceux des États-Unis. Donc, vous parlez de volonté de qui exactement? Sur le compte de qui? Bien sûr, je parle de la volonté des États-Unis. De sa part, je crois de Donald Trump. De Donald Trump, oui, de Donald Trump, bien personnellement, oui. Nous sommes arrivés à une certaine situation dans le monde entier. Les différentes guerres, soit dans le Moyen-Orient, soit dans l'Ukraine et la Russie,
il faut mettre fin à tous ces bêtises-là. Ouais. Bien sûr, Donald Trump a beaucoup déjà aidé l'Ukraine avec, bien sûr, la participation de l'Europe. La plupart des pays européens aussi ont présenté des différentes aides dans des différents moyens pour l'Ukraine afin d'essayer de mettre fin ou d'essayer de mettre quelque chose contre les attaques de la Russie. La Russie, de sa part, nous le considérons aussi, comme nous le savions nous tous, c'est un grand parmi les grands pays du monde. Et bien sûr, je crois qu'il y aura dans son entretien-là je ne peux pas dire des bagarres, mais des conflits entre les deux grands présidents. Donald Trump d'une part et Poutine d'autre part, bien sûr. Pourquoi? Bien sûr, chacun parmi ces deux grandes puissances a ses propres idées. Il tient à se rassembler ou à collecter toutes ces idées-là. D'autre part, bien sûr, la Russie a le droit, bien sûr, de prendre quelques territoires selon, si on vient de l'avance des dizaines des années, quelques pays là, ces endroits qui ont été occupés appartenaient à la Russie. On peut dire que la Russie Donald Trump va demain présenter des assurances pour les craintes stratégiques de la Russie vis-à-vis de l'Alliance Atlantique, vis-à-vis de ce progrès européen qui veut attaquer les intérêts des Russes au sein de l'Europe, au sein de cette zone euro-asiatique? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut prendre en considération une autre chose très importante aussi, que M. Donald Trump, de sa part, il essaye bien sûr de profiter de tout ce qui est dans le territoire ukrainien, d'une part. Comme nous savions, il y a beaucoup de richesses, c'est pour cette raison qu'il essaye de trouver quelque chose pour qu'il puisse pénétrer de sa part et mettre sa main sur quelques richesses intéressantes pour lui, dans lesquelles il a besoin pour son pays. Et c'est pas quelque chose qui sera facile, mais je crois, de mon point de vue personnel, que ça va prendre un peu de temps pour essayer de trouver des solutions finales qui puissent terminer ce conflit-là entre la Russie d'une part et l'Ukraine d'autre part. Oui. De la part de la Russie, pourquoi Poutine s'incline aux pressions américaines? Autrement dit, est-ce que c'est le coup de guerre? Est-ce que les menaces de Donald Trump, les menaces de sanctions, les menaces de guerre, de lancer une guerre plus ouverte contre les Russes sous Poutine, est-ce que ce sont les pertes stratégiques et très cruciales qu'a subi la Russie au sein de Proche-Orient? Je parle de la Syrie, de l'Iran, je parle du Liban quand même, je parle si je peux dire, de la non-présence des Russes au sein de ce dossier de Gaza. Comme nous le savions, nous tous, que bien sûr la Russie a de très bonnes relations avec tous les pays arabes et surtout le Moyen-Orient. De ce point-là, on peut dire que la Russie essaye de collecter ou d'apprendre les différentes idées des différents présidents arabes pour qu'ils puissent mettre fin et arriver à être à côté de la Russie. Ils essayent de l'encourager d'une part, et en même temps, bien sûr, la Russie aussi a besoin de profiter des différentes richesses qui se trouvent dans le territoire ukrainien. C'est pour cette raison-là, de mon point de vue personnel, je dis que, bien sûr, on espère de pouvoir mettre fin, mais je ne crois pas que l'entretien qui aura lieu demain entre les deux grands présidents, ça pourra arriver à mettre fin à cette affaire-là immédiatement. Ça doit durer quelques autres semaines. Oui. Monsieur le général, permettez-moi de prendre une toute petite pause. Allez-y.